Ce premier séminaire de préparation au stage en Sicile de 2020 aura pour objet la volcanologie de notre volcan Etna. Mais je ne peux pas vous commencer une présentation de géologie comme ça sans vous parler des plaques tectoniques. Donc qui sont des structures de quelques milliers, voire dizaines de milliers de kilomètres de large pour en moyenne 150 kilomètres de profondeur qui correspondent à la partie superficielle de notre planète. Notre planète qui fait, je rappelle, 6300 km de rayon à peu près, donc 150 km, c'est vraiment pelliculaire à la surface. Et ça va pouvoir se mouvoir à cette surface selon des mouvements qui correspondent à des rotations dans l'espace. Ce grâce à un frottement assez moindre sur la partie inférieure qui est plus molle, qu'on appelle le manteau, enfin le reste du manteau. Et du coup, comme chacune de ces plaques se bouge par rapport les unes aux autres, cela va générer différentes situations à leurs frontières, situations qui sont le plus simple des glissements latéraux. C'est le cas de la plaque anatolienne qu'on a ici, qui a une très forte envie de se barrer ici avec un petit mouvement circulaire en direction ici de la Libye, quoi, en gros. Le tout en faisant un coulissement ici par rapport à l'Eurasie. Bon, ça, on met de côté parce qu'il n'y a pas de volcanisme. Deuxième situation très intéressante qu'on voit là, c'est l'affrontement. C'est quand deux plaques vont aller l'une vers l'autre. En l'occurrence, cette petite marque triangulaire ici représente la forte envie qu'a l'Afrique d'aller percuter l'Eurasie à une vitesse qui est marquée ici en millimètres de l'ordre de 3 cm par an. 3 cm par an, c'est assez pour avoir occasionné des systèmes de collision assez violentes, tels que par exemple ici les Alpes, qui sont le reste, ici avec ce petit pointillé blanc, on pourrait dire la cicatrice de l'affrontement d'un petit sous-continent apulien là, qui appartenait à l'Afrique et un autre beau continent ici qui est l'Eurasie. Cette collision, elle se poursuit toujours actuellement, puisqu'on la poursuit ici vers le sud, on la retrouve ici en Calabre, là en Sicile, et après, les chaînes de l'Atlas, les chaînes bétiques, les Pyrénées, et on la perd. Vers l'est, on la suit aussi ici, à travers le Caucase, à travers le Makran, jusque l'Himalaya, Bornéo, et la fosse des Tonga Kermadec, et on la perd aussi. Donc c'est quand même une bonne grosse collision, et il va falloir à un moment donné, pas mal la semaine prochaine quand Nicolas fera la géodynamique de la Méditerranée, parler de ce qui se passe, de cette collision, là où elle a lieu ici, en Sicile. Alors, si moi je vous en parle alors que je fais une présentation sur le volcanisme, c'est parce que aux endroits des plaques où existent ces formes de rencontres de plaques, si jamais la plaque, une des deux plaques est dite océanique, c'est-à-dire que en termes géologiques, que son plancher comporte des roches océaniques, par exemple des basaltes, etc., alors elle est plus dense que le continent et elle va avoir tendance à plonger. On appelle ça une subduction. Donc, les plus spectaculaires sur Terre, c'est les subductions du Pacifique, puisque à peu près 100% de la superficie de cette plaque est océanique. Et donc, elle va plonger dans tous les sens, sous les continents qui l'abordent. Et là où on voit une magnifique corrélation, c'est que partout où ça plonge, ça fait des volcans. Et je sais que corrélation n'est pas causalité, mais là, pour le coup, on peut l'expliquer, puisque cette plaque océanique dont les roches du fond marin sont gorgées d'eau se déshydrate en plongeant sous l'effet de la pression. L'hydratation hydrate les autres roches qui sont sur le dessus, leur favorisant un état fondu. Et donc le manteau qui est sur le dessus fond et crée des volcans comme ceux qu'on voit sur tout le bord de cette ceinture de feu, comme on l'appelle. Bon, du coup, je reviens à la Méditerranée. On a vu qu'il y avait une subduction, donc ce plongement de plaques océaniques. En fait, tout ici, ça s'est bloqué puisque c'est deux continents qui se rencontrent. Donc là, ça se bloque. Ici, il reste un morceau d'océan, un océan ici qu'on appelle ionien,
et qui est rattaché à l'Afrique. Donc c'est un vieil océan jurassique, c'est-à-dire qu'il a à peu près 200 millions d'années. Et à cet endroit-là, il plonge sous la Calabre et la Sicile. Et du coup, on va aller chercher un arc volcanique et on le trouve. C'est cet arc ici, en Y, avec les îles éoliennes, que certains veulent peut-être aller voir avant ou après le stage, avec Alicudi, Filicudi, Santa Marina la Salina, Vulcano, Lipari, Panarea et Stromboli. Et l'Etna est là. Et en fait, n'a rien à voir avec ce contexte. Malheureusement, ça aurait été facile, hein, vous me sentiez venir, mais non. L'Etna n'a absolument rien à voir avec ce contexte parce que ces volcans, comme il le faut, se retrouvent à l'endroit où la plaque plonge sous une autre plaque, hydrate le manteau, fait une fusion et les volcans sont là. Si on se projette en coupe là-dessus, l'Etna est ici. Donc rien à voir. Pas complètement rien à voir, parce que ici les fluides de la subduction viennent en gros polluer le magma et donnent une signature très particulière, enrichie en ces fluides. Et bien, à l'endroit où l'Etna est, les fluides diffusent aussi. Et donc on a un magma de l'Etna qui est énormément enrichi en ces fameux fluides, d'où on pourrait dire de loin, tiens, on a bien un volcan de subduction. Mais en fait, si on y regarde de plus près, il n'y a aucun moyen que ces deux soient liés. Donc non. Une info qui peut éventuellement nous intéresser dans le cadre de notre étude de la Sicile, et tant que j'y suis, donc je vous le signale, cette collision-là qui avait fait les Alpes là, et qui se retrouve maintenant ici, elle sinue beaucoup, comme vous voyez, hein, ça repart. Le fait est que ça n'a pas toujours été ici. À une époque, les volcans qu'on retrouve ici, Stromboli et tout, on en a quelques-uns par là, vers Nice, au Sainte-Marie-de-la-Mer, il y a 23 millions d'années. Ce qui nous fait dire, ce qui nous fait observer, qu'à une époque, cette fermeture ici se trouvait là. Et si on y réfléchit, c'est à peu près normal. Je vous ai dit que la plaque océanique, qui était super dense, avait très envie de plonger. Mais plonger, ça ne veut pas forcément dire plonger comme ça. En fait, si elle plonge, elle va plonger comme ça. Ça s'appelle le retrait du panneau plongeant. Et du coup, si ça plonge comme ça, ça tire derrière. Et donc, en géologie, quand on tire, on fracture et on ouvre des bassins. Donc le premier truc qu'on ouvre, c'est Corse-Sardaigne, qui était là, qui sont des morceaux des Pyrénées, avec un petit morceau des Alpes, qui s'ouvre comme ça et fabrique un bassin liguro-provençal. Puis ensuite, c'est un peu plus tiré, donc ça fracture derrière encore. Et là, on ouvre les deux bassins de la Tyrrhénienne, Marcilly et Vavilive, et on arrive à la subduction actuelle calabraise. Et là où c'est encore plus marrant, c'est qu'il n'y a pas que la Corse et la Sardaigne qui ont été détachés du continent, mais 4 petits autres fragments de l'Europe ici qui se sont projetés. C'est la Calabre, qui est là, les monts Péloritains, qu'on n'ira pas forcément voir, mais qui seront sous nos pieds quand on sera à l'Etna, et puis les fragments kabyles et d'Alboran. Ça fait Al-K-P-K, c'est comme ça qu'on les appelle. C'est des petits morceaux ici qui ont été explosés, éparpillés sur l'autre flanc de la Méditerranée par le retrait de cette subduction. Et donc, je ne sais pas si vous me voyez venir, mais ce genre d'ouverture de bassin océanique, ça crée du plancher océanique ici. Et du plancher océanique, je l'ai déjà dit, c'est du basalte, donc c'est lié à un certain volcanisme. Alors, les images Google ici me fournissent une carte assez simplifiée des endroits dans le monde où on voit de tels épanchements volcaniques. C'est ce qu'on appelle les dorsales médio-océaniques, puisqu'elles sont au milieu des océans et qu'elles forment une crête dite dorsale. Et en fait, c'est ces endroits-là sur le globe où il y a le plus de volcanisme, où il y a le plus de magmatisme, parce que ça met en place, il suffit de vous le figurer,
ça s'ouvre à peu près en moyenne à 5 cm par an au milieu, donc 5 cm sur quelques kilomètres de profondeur, le tout qu'il faut remplir de magma, sinon ça ferait des trous et la nature n'aime pas les trous. Et ça tombe bien parce que en remontant, les roches fondent et créent du nouveau magma qui peut remplir ces trous. Alors là, vous me sentez encore venir, mais finalement non. À l'Etna, on ne peut pas lier le volcanisme à ça, puisque il n'y a pas vraiment de dorsale, ni de rift, ni n'importe quoi qui puisse s'ouvrir encore présent dans la région. Je ne dis pas que ça a toujours été le cas. On ira peut-être voir quelques petits dikes en allant dans l'Iblay qui nous rappelleront qu'au Trias jurassique, jusqu'à assez récemment, on était dans une période d'ouverture de la Thétis et de toute cette petite dépendance. Donc, pour ceux qui veulent raccorder les bouts, la Thétis, c'est cette grande mer qui s'est ouverte quand la Pangée de l'époque des dinosaures s'est éclatée en tout un tas de petits morceaux qui aujourd'hui sont en train de re-rentrer en collision les uns sur les autres. La mer Ionienne qu'on a vue tout à l'heure, c'est un des derniers fragments de cette Thétis. Voilà. Mais ici, aucun lien, encore une fois, avec les dorsales. Alors, je vais continuer, comme on est dans l'introduction au volcanisme, à présenter les cas classiques de volcanisme, avec les points chauds, qui sont ces petits volcans, enfin ces gros volcans, qu'on retrouve de manière apparemment aléatoire à la surface du globe, alors qui sont très bien connus. Il y a l'Islande, il y a la Réunion, il y a Hawaï, etc. Et ceux-ci sont en fait des panaches mantéliques très profonds qui proviennent souvent de l'interface avec le noyau, parfois d'un peu plus haut, et qui, grâce à cette remontée de matériel chaud, peuvent le faire fondre et provoquer du volcanisme. Eux, du coup, ont une signature de matériel ultra profond. C'est comme ça qu'on va les reconnaître. Des fois, ils sont un peu pollués par des subductions, par d'autres matériels qu'ils rencontrent, mais quand même, on arrive à les reconnaître. Et à l'Etna, comme je vous ai dit, on a carrément des marques de subduction et aucune marque de profondeur comme ça, comme les points chauds. Donc, une fois de plus, on est obligé d'exclure un des modèles classiques. Et le problème, c'est que je viens d'arriver au bout de mes modèles classiques. Donc, il va falloir qu'on trouve ensemble une explication. Explication qui n'est pas consensuelle. Donc, je vais essayer de vous proposer une version qui, à mon sens, arrive à faire un certain sens, en tout cas, fournit des bribes de réflexion. Et après, vous en pensez ce que vous voulez. Pour ça, on va repartir de la morpho, parce que c'est finalement comme ça qu'on travaille. Il faut regarder les objets. Alors, je voulais vous mettre un MNT, et puis j'ai oublié, mais le MNT Google, il est plus ou moins visible là-dessus, à ceci près que, ici, on est à moins 5000 mètres, 5200, on est le point plus profond de la Méditerranée. Là, on monte plus ou moins, on est à 4000, 3000, enfin, ça reste très profond. Et là, tout d'un coup, on a un saut, et là, on est à 60 mètres, 30, on peut quasiment traverser à pied. Ça dépend du niveau de la mer. Si le niveau de la mer descend un peu, on peut traverser à pied. Non, ce que je veux vous dire, c'est que, et c'est très frappant quand on regarde le MNT, donc c'est vraiment dommage que je ne vous l'ai pas mis, je pourrais le rajouter, oui. C'est que si je vous mets le MNT, on ne voit plus cette partie-là. On a l'impression qu'elle fait partie du continent. Et ce n'est pas un hasard, puisqu'en fait, elle fait partie du continent, comme vous l'avez compris. Et donc là où on se met à réfléchir, c'est qu'est-ce que c'est que ce linéament-là, tout rectiligne qu'on a ici, et qui s'appelle l'escarpement de Malte. Alors, toujours, il y a deux explications. Il y a l'explication comment on a pu le former. Alors, pour le coup, la réponse est assez évidente. Vous avez ici un continent, ici un océan. La rupture entre les deux fait forcément une marche, puisqu'il y en a un qui est plus dense, un qui est moins dense. Donc, par isostasie,
c'est-à-dire par différence de flottaison, il y en a un qui est plus haut que l'autre. Donc, jusqu'ici, c'est normal. Sauf que, je vous ai dit que la mer Ionienne ici, que je peux appeler l'océan Ionien, puisqu'au sens géologique, il y a bien du plancher océanique là-dessous, l'océan Ionien, il est jurassique. Et un escarpement rectiligne comme ça, pour un géomorphologue, rectiligne propre comme ça veut dire que c'est récent. Ça veut dire que c'est actif. Donc on se retrouve avec le paradoxe qu'on a un truc qui fait 200 millions d'années, même un peu plus, ce qui, quand même pour un géologue, commence à être âgé, et qui pourtant est récent, au sens où j'ai l'impression qu'il a bougé dans les au moins derniers millions d'années, si ce n'est centaines de milliers d'années. On peut zoomer un petit peu, comme ça. Mais ça ne nous apporte pas grand-chose, à part la question qui va suivre, qui est que, de manière coïncidentielle ou pas, l'Etna se retrouve complètement aligné avec ce Binz. Mais je rappelle aussi, l'Etna est ici, c'est la grosse pustule. Je rappelle qu'on a ici la frontière entre l'Europe et l'Afrique. Nous, on ira passer pas mal de temps maintenant, 3 jours pleins, en Afrique ici. On regardera un petit peu ce qui s'y passe d'un point de vue géologique, mais on fera surtout de l'archéologie, de la sismologie. Donc l'Etna, il y a cette confluence entre plein d'objets géologiques, et en particulier entre 2 continents quand même, et entre 2 paléocontinents, là, avec cet escarpement. Donc ici, le voilà un peu mieux imagé avec une bathymétrie super exagérée. Vous voyez qu'il se passe quelque chose quand même, hein, c'est évident. Alors, tout ce que je disais, en fait, c'était là-dessus, mais je vais vous le faire avec les mains. Vous vous rappelez que tout ça plonge en subduction. Donc, le nord est face à moi. Vous avez une mer Ionienne qui plonge en subduction et un continent sicilien qui n'a pas vraiment envie de plonger en subduction puisqu'il est assez peu dense. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? L'Ionienne, on a vu qu'effectivement elle plonge, c'est ce qui fait l'arc des îles éoliennes, donc c'est actif. L'autre, il ne plonge pas, donc on se retrouve avec un cisaillement comme ça. Donc un cisaillement qui va réutiliser des structures qui existent déjà. Pourquoi pas l'escarpement de Malte? En réalité, tous les séismes qu'on voit qui pourraient à peu près correspondre à ce mouvement sont orientés comme ça. D'où une certaine limite à ce que je suis en train de raconter. Mais ça, voilà, c'est le niveau au-dessus. Mais quand même, mettons qu'on ait bien ce cisaillement qui réutilise exactement l'escarpement de Malte ou pas exactement. Comme dans tout mouvement de lithosphère dans le manteau, ça va provoquer une fuite du manteau autour, évidemment. Le manteau descend comme ça, la lithosphère descend comme ça, le manteau va faire un mouvement en forme de tore autour, qu'on appelle flux toroïdal, si ce n'est pas merveilleux. Et donc, non seulement un flux toroïdal de manteau pour fuir ce panneau plongeant de lithosphère, ça a des mouvements horizontaux comme ça, mais non seulement ça, mais ça a tendance à s'engouffrer un peu partout. Notamment si vous avez une grande faille en cisaillement. Ça va avoir très envie de remonter dans les trous. Et par exemple, au bout de cette faille, se trouver un chemin ici, percer, et faire l'Etna. Je trouve cette explication poétique, et si ce n'est inspirante. Vous en pensez ce que vous voulez. De toute façon, aucune n'est consensuelle. Si vous le voulez bien, on va regarder ce que ça donne en coupe. Ça fait très longtemps que je n'ai pas parlé de ce schéma. Donc je ne sais pas trop quoi vous dire, à part que tous ces objets ont déjà été vus par nous.
Ici, vous avez les monts Péloritains, qui sont, je vous rappelle, un peu les mêmes nappes qu'on retrouve dans le sud de la France. C'est très alpin. L'année dernière, on visitait un site archéologique dans le nord de la Sicile, et moi, je ramassais les morceaux de mur pour essayer de voir de quelles roches c'était formé. Et j'ai trouvé des roches, j'ai cru que c'était des Alpes et je ne savais pas d'où ça venait. Parce que c'est des roches alpines, quoi, ça n'a rien à faire là, avant de me souvenir qu'effectivement, il y a les monts Péloritains et que c'est des morceaux de chez nous qui sont allés se balader là-bas. Donc ça a fini par faire sens, mais tardivement. Et puis tout ça vient se faire sous-chevaucher par toutes ces nappes qui ont l'air vraiment de vouloir rentrer dessous, vers le nord, en plongeant. C'est bien le mouvement qu'on voit ici, le tout en formant, pour ceux qui reconnaissent, un magnifique prisme d'accrétion où toutes les écailles viennent se bourrer là-dedans parce qu'elles sont retenues ici. Donc un bon rétrécissement sous l'effet de la poussée qui vient derrière là. Et l'Etna, lui, complètement posé là-dessus, sans vraiment de lien direct. Retenez le petit N ici de Numidian Flysch, qui sont des sortes de flysch calcaires, c'est-à-dire, en langage vernaculaire, des grosses avalanches de boue sous-marine consolidées ici, et très calcaires. Une autre info, sous l'effet du bombement thermique de l'Etna, parce que c'est quand même chaud, un volcan comme ça, le soubassement ici est à 1 km d'altitude. On y reviendra quand on parlera un petit peu de volcano. Et nous, donc, on ira voir ce vers-là, dans le sud un peu. On traversera cette grande plaine très inintéressante pour aller voir ça. Alors ça, c'est un dessin 3D de ce que je vous racontais. Et donc maintenant qu'on a vu un petit peu d'où pouvaient éventuellement provenir les magmas de l'Etna, au moins poser des bases sur quelle pouvait être sa provenance, on va essayer de s'intéresser à quelles sont ces manifestations en surface, quel est le type de volcanisme auquel ça peut donner lieu, et ça sera l'objet, j'ai envie de dire, de ma deuxième partie, parce que ça fait très exercice d'agrègue, mais en tout cas, ça sera l'objet de la suite. Et je vous présente, pour commencer, une image Google Earth qui apparaît très mal sur un écran comme ça. Mais si c'est Nicolosi, c'est là qu'on dormira, au moins quand on sera sur l'Etna. Catane est par là. Et alors, là où c'est intéressant, c'est ici. Ici, il y a Aci Trezza, ici, Aci Castello. Alors, ça vous dit encore rien. Il n'y a pas d'archéologue, bref, quoi qu'il en soit pour les historiens, mais je n'ai pas envie de spoiler trop, mais à Aci Trezza, ici, il y a des îles cyclopes qui ont été balancées par un certain cyclope, je ne spoile pas, sur un certain type qui lui avait crevé l'œil, et qui se retrouve encore là. Et si on va voir la composition précise de ces îles cyclopes, c'est des orgues basaltiques qui ont à peu près 500 000 ans, 500 et quelques milliers d'années, et qui se sont déposés en milieu d'abord marin, d'où le refroidissement brutal sous la forme de coussins de lave, qu'on retrouve de manière très magnifique à Aci Castello, où ils ont carrément construit un château sur le dessus, d'où le nom Castello, qu'on ira peut-être voir. J'avais proposé l'année dernière, mais ça ne s'est pas fait. Pourtant, il y a des spots de baignade quand même assez fantastiques sur toute cette petite côte basaltique. Donc on verra si on va avoir ces ordres basaltiques, qui sont donc des manifestations de volcanisme d'abord sous-marines, puis à l'interface, puis terrestres, dans le temps. Donc ce qui laisse évidemment penser à un volcan qui commence sous l'eau et qui sort progressivement. Ça, c'est les plus vieilles traces de lave qu'on peut associer directement à l'Etna. Je vous ai dit, du volcanisme en Sicile, vous en trouvez, vous remontez où vous voulez. Il y en a qui appellent ça du pré-etnéen, etc. Mais le rapport n'est pas direct.
les premières roches qu'on peut vraiment associer au complexe volcanique qu'on a ici, c'est les roches du centre éruptif Tachitretsa, qui est donc tout autour d'ici, qui sort de l'eau, je le rappelle, il y a un demi-million d'années. Donc c'est quand même très récent, hein, comparé à toute cette histoire géologique de notre région qui commence au Trias, il y a 250 millions d'années, un truc qui a un demi-million d'années, c'est assez récent. C'est pas idiot non plus, compte tenu de ce qu'on a vu. Notre subduction, il y a 23 millions d'années, elle était en France, elle arrive juste ici aujourd'hui. Donc on pourrait très bien se dire que le volcanisme commence quand la subduction arrive, puisque finalement, c'est elle qui met tout ça en mouvement. Alors, ça commence ici, et ça finit là, par là. Et on trouve effectivement une migration de ce complexe volcanique, alors je ne saurais pas vous dire pourquoi, vers l'intérieur des terres depuis sa création, avec 5 centres éruptifs successifs. Donc je ne sais plus pourquoi j'avais fait un recul ici, peut-être pour que vous preniez conscience de l'ampleur du truc, qui fait en gros 60 km. On ira faire le tour. Le programme change tous les ans, mais cette année, on va grimper au petit cône ici pour aller voir. D'habitude, on fait le tour de l'Etna par un chemin forestal qui fait le tour là. On va peut-être remplacer ça par une balade ici, qui va nous faire voir le flanc ouest. Je spoil un peu, mais les 4 flancs de l'Etna sont très différents les uns des autres. Je vous ferai peut-être une toute petite introduction à la météorologie à la fin, mais on a un flanc est ici qui est très arrosé, qui est dominé par cette immense vallée-là, qui est donc très rocheuse, etc., et qui est toujours couvert par les roches produites par les éruptions. On a le flanc nord, qui est complètement désertique, mais avec des vieilles coulées qui commencent à être reprises par un peu la végétation, etc., où on ira poser des GPS en descendant là. Ici, on ira poser des GPS évidemment dans cette vallée aussi. Et on ira visiter ce flanc ouest qui est très joli, boisé, avec des tout petits cratères, qui prend rarement des traces de l'activité du sommet, atypique aussi. Et bien sûr, vous avez le flanc sud, complètement lunaire, avec pas une seule trace de végétation, et qui est la montée assez classique. Mais non, c'est ici Pompa. J'étais en train de vous parler de cette grosse vallée ici, qui quand même, quand on regarde le volcan de loin, est un truc qu'on ne peut pas manquer, quoi. On la repère bien mieux que les petits cratères qui sont là. Ça, en fait, c'est les restes du dernier des grands centres éruptifs de l'Etna, avant qu'il se déplace jusqu'ici. Ça, c'est un centre éruptif qui envoyait du pâté à l'époque, qui vraiment donnait des éruptions telles qu'on n'en a plus trop actuellement, et tant mieux. Comme ça, tout simplement, c'est une grosse chambre magmatique qui, lors d'une éruption tellement violente qu'elle s'est complètement vidée, a fini par s'effondrer complètement sur elle-même, collapser, et pour former une forme de chaudron comme ça, que donc on appelle chaudron, enfin en portugais caldeirão, donc caldeira en français ou anglais, et qui depuis vit sa vie de manière assez indépendante. C'est-à-dire que elle a 50 000 ans à peu près, mais comme vous le voyez, elle est quand même encore bien marquée, ce qui suggère qu'il y a peut-être une continuité d'activité à l'intérieur qui la ferait se maintenir avec un tel relief, ou pas. On en discutera ça une fois qu'on aura des données GPS. Alors contrairement à, par exemple, au piton de la Fournaise, où vous voyez plein de calderas comme ça qui s'emboîtent les unes dans les autres, le dernier étant l'enclos Fouquet au tout milieu, où on concentre la plupart des éruptions, genre 95%. Quand une éruption sort de l'enclos Fouquet, c'est la panique. Là, après la caldeira, c'est même pas reparti. C'est très rare qu'il y ait des petits cônes qui se forment en plein milieu. Le centre éruptif a migré ici, au centre qu'on appelle le Monte Gibello, et dont la morphologie sommitale, je vous avais mis la vallée d'Elbov en 3D, donc finissons avec ça,
pour vous repérer pour les futures excursions, quand on va poser des GPS, c'est ici. Pierre vous expliquera la semaine prochaine pourquoi on pose des GPS et comment on pose des GPS et comment ça marche. Quand on va poser des GPS ici, on grimpe par la crête là. Et après on redescend, plouf, et on ressort par là. Quand on va regarder le lever du soleil sur la mer Ionienne, on monte aussi à 5 h du matin par cette crête. Et on peut monter jusqu'au sommet ou redescendre ici dans les scories ou faire le tour par là. Là, c'est libre. Le sommet, donc, qui se trouve ici, et j'ai une bien meilleure photo d'hélicoptère, dont la morphologie est en perpétuel changement. C'est-à-dire que cette photo, elle date de 2016, si ma mémoire est bonne. Mais je vous aurais mis une photo de l'année dernière, ça n'aurait rien à voir avec ce qu'il y a actuellement, puisqu'entre l'année dernière et aujourd'hui, il y a un cône qui a cru à peu près ici, là, au milieu de ce assez gros cratère qu'on appelle la voragine. Il y a 5 cratères principaux, si on veut les regrouper. La Bocca Nuova, la bouche neuve, la voragine qui est là, et donc au sud-est, le bien nommé cratère sud-est. Puis nouvellement sur le cratère sud-est, le nouveau cratère sud-est, et au nord-est, le cratère nord-est. Je pourrais vous raconter plein d'anecdotes à propos de leur spécificité éruptive, etc. Mais finalement, ce n'est pas particulièrement utile. Donc il faut savoir qu'ici, c'est assez actif ces dernières années, je crois que c'est depuis juillet dernier que ça a vraiment repris au milieu de la voragine. Et donc, j'ai hâte de voir ce nouveau petit cône qui a cru au milieu. Ça change, hein. Des fois il y a un trou de 300 mètres parce que ça s'est effondré dessous, et puis hop, une éruption le remplit, et vous revenez au sommet, vous vous retrouvez sur un plateau. Tiens, surprenant. Ici c'est le nord-est, comme je disais. Je crois que c'est en 2015, il y a les 2/3 du volcan, du cratère nord-est, qui s'est effondré dans le trou. Brusquement, enfin non, suite à une éruption, mais quand même brusquement. Ça reste le point culminant, qui est ici. La photo le rend assez mal, mais le point culminant, il est ici. J'ai posé un GPS une fois, on était à 3320, si on soustrait ma hauteur et le géoïde pour la précision des calculs. 3320 mètres, donc c'est important pour quand on fera de la météorologie, parce que d'un point de vue atmosphérique, c'est quelque chose, un truc comme ça au milieu. Assez parlé morphologie, donc passons au point de vue éruptif. Et là encore, l'ETNA nous réserve des surprises, puisque ça n'a à peu près rien à voir avec ce qu'on connaît habituellement. Donc souvent, vous avez les éruptions stromboliennes qui forment des explosions comme ça, des petites explosions, et un panache volcanique. Ou des éruptions qui sont dites hawaïennes, avec des immenses fontaines de lave, et après les fusions de grandes coulées. Donc K-type, le Stromboli, enfin le Stromboli jusqu'à l'été dernier, parce que l'été dernier il a un peu pété les plombs, effet du plinien, etc. Mais K-type, le Stromboli, et ici K-type de l'effusif, le Kilauea à Hawaï, dont est extraite cette magnifique photo. Et là où ça devient... Donc, en gros, ici, c'est des petites bulles de gaz qui remontent dans la chambre magmatique, dans la cheminée magmatique, qui viennent éclater à la surface. Et en éclatant, elles font ces jolies gerbes de lave. Et une classification assez efficace des éruptions serait sur la fréquence et l'intensité de ces bulles de gaz. Donc, au Stromboli, c'est à peu près toutes les 15 minutes, on va dire. Quand il est très actif, c'est toutes les 5 minutes. Qui fait une petite bulle comme ça. Au Kilauea, c'est des bulles beaucoup plus violentes et longues qui peuvent durer plusieurs jours, qu'on appelle fontaine de lave. Mais comme vous voyez ici, une fontaine de lave, c'est à peu près 300 mètres de haut. À l'Etna, on observe absolument tout mélangé. Et non seulement ça s'additionne, mais ça se multiplie. Puisque ici, vous êtes à 1800 mètres et ici à 3000. Donc en gros, vous avez 1200 mètres de haut. Et rien que sur cette photo, donc, vous avez une fontaine de lave qui fait 800 mètres.
lors d'éruptions vraiment majestueuses, on peut dépasser les 2 km d'émission de lave ici en altitude. En fait, finalement, un peu comme les descriptions qu'en fait Pline à Naples de l'éruption du Vésuve, où il dit le feu, la flamme, atteignait la hauteur du volcan, en hauteur elle-même. Du coup, on en déduit que ça faisait à peu près 2 km aussi. Mais rien à voir au Vésuve, puisqu'il est explosif, alors que là, il fait quand même des jolies fontaines de lave, des énormes fontaines de lave, très souvent de l'activité simplement strombolienne, et même s'il fait des fontaines de lave, les explosions participent, et toujours une petite coulée de lave pour accompagner, avec, pour rajouter ça, un panache volcanique, un peu comme au Stromboli, que je vous conseillais d'aller voir en faisant le Naples-Catane de nuit par ferry, puisqu'on passe devant le matin, on passe sous le panache volcanique, au lever de soleil, fantastique. Un panache volcanique donc, sur lequel on reviendra, mais donc, qui sont tout un tas d'éléments conjugués qui nous font dire que l'Etna est d'un type complètement particulier. Donc je me permets de le qualifier d'ethnéen. Et c'est bien, cet adjectif commence à prendre. Donc voilà, faisons-en un hashtag. Ça nous fera connaître notre petit volcan ici. Alors ça a des conséquences, si ce ne sont des causes, mais pour soutenir une éruption continue ici de fontaines de lave avec une telle violence, une telle ardeur, ça veut dire déjà que la lave n'est pas très loin. Donc en gros qu'elle est stockée là. Donc quand je dis là, je vous rappelle qu'ici on est à 1,8 km d'altitude. Donc bon, si elle est stockée là, mettons, ça reste à 1 ou 2 km sous les cratères. 1 ou 2 km sous les cratères, donc c'est 1 km au-dessus de Catane. Pensez-y quand on dormira par là, la chambre magmatique est ici. Alors, évidemment, il n'y a toujours pas qu'une chambre magmatique sommitale. Il y a plusieurs chambres magmatiques. Bon, celle-ci, on est obligé de lui faire appel pour la violence des éruptions et leur soudaineté. Mais il y en a une qui est assez bien imagée à l'interface entre le Flysch numidien dont je vous parlais tout à l'heure, qui est vers 1 km d'altitude, bombé par le bombement thermique, et l'interface qui pourrait soit être la même chambre magmatique, soit 2 branches. Et enfin, si vous modélisez les gonflements de l'Etna quand il se remplit et quand il se vide, gonflements que vous enregistrez par exemple par GPS ou par satellite, ça on détaillera les techniques dans un autre exposé, vous modélisez plutôt une chambre magmatique. Alors ça se discute, Pierre vous dira qu'elle est très profonde, certains ne sont pas complètement d'accord, mais en gros on discute entre 10 et 16 km de profondeur. 16 pour certains ça paraît aberrant, trop profond, mais en tout cas il devrait exister une grosse chambre qui participe à la régénération de cette chambre superficielle. Le magma qui est produit, d'ailleurs, j'en profite pour vous dire, généralement, quand on essaye de décider à quelle chambre magmatique on a affaire, on regarde la composition du magma. C'est-à-dire, on se pose la question, est-ce qu'il provient direct du manteau, auquel cas on a vraiment l'impression qu'il y a juste une chambre magmatique profonde et hop, ça monte, ou est-ce qu'il a longtemps séjourné dans cette chambre, auquel cas on pourrait avoir une chambre superficielle. Alors comment on sait ça? C'est tout simple, c'est en fonction de la composition du magma. Le premier magma qui est émis, qui est produit ici, il est produit dans ce cas particulier et très souvent par fusion du manteau. Donc on appelle ça un magma primitif, c'est le premier magma qui arrive. Et ensuite, soit il est émis tout de suite, c'est rare, soit il séjourne dans une chambre magmatique et on formera des magmas qui sont dits évolués.
Et un séjour dans une chambre magmatique, ça veut dire refroidissement déjà. Ça veut aussi dire que les apports de nouveaux magmas se font par le bas. Donc, dans la chambre magmatique, se met en place un courant de convection qui fait tourner notre magma. Quand il arrive en haut, ben, il se refroidit un peu. Il se refroidit, donc il cristallise. Il redescend. Et en redescendant, non pas par gravité comme on décante dans un Erlenmeyer, mais vraiment dynamiquement, poussé par ces courants de convection, les cristaux formés en haut vont venir se déposer, s'accumuler au fond de la chambre, d'où le nom de cumula. Et ce qui est vraiment intéressant avec ce phénomène, c'est que notre magma initial primitif, il contient différents éléments, le principal étant la silice, liée par des atomes d'oxygène, et du fer, du magnésium, d'autres atomes comme ça. Et il se trouve que plus on met de fer ou de magnésium dans un cristal, plus les atomes de silice vont être dispersés et plus le minéral va être capable de cristalliser tôt, à haute température. Et du coup, quand on fait notre circulation dans notre chambre magmatique, les premiers minéraux à cristalliser vont être ceux qui sont riches en fer et en magnésium, qu'on appelle les ferromagnésiens. Donc les olivines, par exemple, ça commence dès le début, il n'y a même pas besoin d'avoir de refroidissement, dès dans la chambre magmatique, on les cristallise. Et puis après, en convectant, on cristallise les pyroxènes, et si on reste très longtemps, on va arriver aux amphiboles, voire les biotites si vous fabriquez du trachyte. Donc tout ça, cristalliser des ferromagnésiens, ça appauvrit en fer et en magnésium, mais comme on est en géol, on parle en relatif, donc ça enrichit en silice. En plus, si vous restez longtemps dans la chambre magmatique, qui est a priori au contact de la croûte environnante, une croûte qui est riche en granit, donc très riche en silice, cette silice va avoir tendance à diffuser vers la chambre magmatique et contribuer à enrichir le magma en silice. Double enrichissement. Ça tombe bien parce qu'on a vraiment du mal à les séparer par le calcul. Donc s'ils allaient l'un contre l'autre, ça serait compliqué. Là, ils vont de concert, donc on ne les différencie pas, on dit c'est l'évolution du magma. Tout ça pour dire que, bon, la contamination crustale, cette contamination par l'encaissant, elle est valable sur le long terme. Elle est valable dans la chaîne des puits, où ça fait plusieurs centaines de milliers d'années qu'il y a du magma dans la chambre. Ici, à l'Etna, le renouvellement, il est annuel ou décennal, mais c'est rapide, c'est très rapide à échelle géologique et rapide même à l'échelle humaine, en fait. Donc, ça n'a pas trop le temps de contaminer et c'est vraiment la cristallisation fractionnée de nos minéraux à l'intérieur qui, je pense, est imputable. Toujours est-il qu'en allant à la surface et en regardant ce qui est émis, on a envie de se demander, bon, ben, est-ce qu'il a séjourné longtemps ou pas? S'il a séjourné pas trop longtemps, on a plutôt de l'ordre de la famille des basaltes, voire basanites si on est carrément sur du primitif. Et on va, en s'enrichissant en silice, faire ce qu'on appelle les trachytes, enfin en passant par les basaltes andésitiques et les andésites. Voilà, les trachyandésites, trachytriolites pour une des séries qui est possible d'enrichissement. En l'occurrence, c'est à peu près celle qui fonctionne à l'Etna, mais tout ça est très rare. L'enrichissement se contente de fabriquer du basalte andésitique. Et le truc, c'est que chaque éruption fabrique un peu les deux types. C'est-à-dire que des fois, vous avez du basalte évolué qui sort, du magma évolué qui sort, et puis tout d'un coup, vous le voyez qui se dilue progressivement, qui se dilue par ajout de magma primitif. Donc vous vous dites, tiens, ben, ça veut dire que l'apport profond de magma primitif a déclenché mon éruption, qui a d'abord vidé le conduit de ce magma évolué, et puis progressivement l'a enrichi en magma primitif. De temps en temps, parfois, c'est carrément direct le magma primitif qui sort.
parce qu'il s'est trouvé un chemin qui évite la chambre magmatique, etc. Et donc ça, en termes de processus d'éruption, c'est dit conduit par l'apport de magma primitif. Bon, c'est en anglais, donc ça ne fait pas un effet quand je le dis. Mais, et quand c'est à l'opposé, quelquefois uniquement du magma évolué qui rentre en éruption, ça paraît plus compliqué, mais on imagine que c'est au niveau de notre chambre magmatique un débulage, un dégazage qui se fait, qui fabrique une mousse de lave. Et une fois que la chambre est pleine de cette mousse de lave, il suffit d'un rien, peut-être un petit tremblement de terre ou quoi, la mousse de lave collapse, ça fabrique un grand apport de gaz qui pousse le magma et qui érupte, et a priori sans besoin d'apport primitif. Donc ça, c'est les deux modèles types, et évidemment, la plupart sont entre les deux. C'est-à-dire un apport de magma déclenche le collapse de la couche de mousse. C'est vraiment comme ça qu'on appelle ça, bubble foam. Ouais, bon, c'était un peu long là sur les mécanismes éruptifs, mais ne serait-ce que je vous ai uniquement parlé de ce qui se passe d'un point de vue sommital. Mais, comme vous avez compris, il y a une chambre magmatique ici, et une chambre magmatique ici, ça fait une certaine pression hydrostatique, et quand on verra, avec Francesco notamment, que l'Etna s'effondre un petit peu vers les bords comme ça et que ça a tendance à ouvrir des fissures, si vous ouvrez une fissure, c'est un peu violent, mais ça fait ça. Le magma qui est au-dessus, en pratique, s'engouffre dans la fissure et fait ce qu'on appelle une éruption de flanc, qui sont souvent les plus spectaculaires, enfin, dans un certain sens, les plus spectaculaires, au moins dans le sens du risque, vous voyez, parce que très souvent, il y a des villages en bas. Ça, c'est très effusif. Hein. Pour le coup, on est vraiment type Kilauea, type hawaïen, type effusif. Et donc, on a ces écoulements de lave. On en verra pas mal quand on fera... enfin, on devrait en voir pas mal sur le versant ouest. Et ça existe de tout temps. Où est passée la carte? Voilà. Vous reconnaissez ici une fracture avec les différentes petites bouches, comme sur la photo précédente exactement. Une petite éruption strombolienne hawaïenne en haut et une grosse coulée de lave qui arrive sur Catane. Là, je ne me souviens jamais de la date, on est en 1669, qui a été dessiné ici et qu'on présente souvent comme un cataclysme, dans le sens qu'elle a recouvert, je ne sais plus si c'est un tiers ou la moitié de la ville. Mais en vrai, si vous regardez les dates à laquelle la lave est partie ici, à 20 bornes de Catane, et la date où elle est arrivée ici, il y a 6 mois qui se sont écoulés, sans mauvais jeu de mots. Et donc, ils ont vraiment eu le temps de la voir venir. Il y a une autre gravure, je ne sais pas si c'est celle-ci, mais où on voit les mamas ici, qui ont mis à sécher le linge sur le bord de la coulée. Parce que, voilà, ça chauffe, donc c'est pratique. Donc vraiment, il n'y a pas de rapport de force, de peur particulier entre ce volcan et la population. Ça, c'était l'objet des recherches qu'on avait fait sur la perception du volcan par la population. Ils sont vraiment, quand ils entendent un grondement, c'est le volcan qui respire. Tout ça, dans l'imaginaire des gamins, ils le représentent. L'Etna, c'est une femme, c'est la mama. Donc on conjugue toujours au féminin, en accorde. Et ici, c'est ses grands bras qui entourent la ville et qui la protègent. Donc il n'y a pas tant ce risque important avec les coulées. Bon, certes, ça détruit des villages, mais du coup, avant de voir arriver la coulée, on les bouge. Donc il y a des magnifiques films faits à l'époque fasciste où, en grande musique comme ça, on voit les types qui démontent leur village comme ça, tuile par tuile, et qui les mettent sur des charrettes et qui démontent la voie ferrée, le tout avec la coulée qui arrive, qui avance et qui tombe un par un les restes des maisons qu'il y avait. Ça, c'est l'éruption, je crois que c'est Mascalucia qui s'est fait complètement raser et qu'il a fallu déplacer un peu plus loin. Ouais. Mascali. Voilà.
Il en sait beaucoup plus que moi, hein. Il fait sa thèse sur l'Etna, donc... tout ça. Io sono... Beh, grazie. Tout ça pour dire... Ici, nous, on dort ici, là, au pied de ces petits cratères de 1669. Enfin, faut pas que ça vous fasse peur, hein, au contraire, on est vraiment au cœur. Donc j'ai parlé beaucoup de coulées de lave, mais il manque quelque chose que sans un pli, sans une tache, j'emporte malgré vous, et c'est mon panache. Merci. Ici, on a une belle image du panache de l'Etna. Le panache, donc c'est quoi? C'est un truc qui est permanent. Bon, ici, on est pendant une éruption et je n'ai pas pensé à vous mettre une photo de l'Etna quand il est normal, mais en permanence, il y a ce petit nuage qui est produit par le volcan d'eau et de quelques cendres qui s'en va ici vers l'est. Donc en termes d'eau, ça fait entre 100 000 et 1 million de mètres cubes par jour. Je vous laisse convertir en piscine olympique, sachant que c'est 50 mètres par 25 par 3. Je pense que ça va en faire un certain nombre. Hein. Ça doit faire de la centaine de piscines olympiques par jour. C'est beaucoup d'eau. Donc on en reparlera si on fait un petit incartade sur la météo, encore une fois. Mais moi, je voulais surtout vous parler du panache pendant les éruptions, donc qu'on voit ici aussi, avec ces grandes volutes de cendres comme ça. Alors, attention, je dis cendres, ce n'est pas du tout des cendres dans le sens commun du terme, qui sont un résidu de combustion, puisqu'ici, il n'y a rien qui brûle. Il n'y a pas de feu, comme on pensait dans l'Antiquité, etc. C'est vraiment juste des fragments de roches. Alors, ça peut être des petits morceaux de verre volcanique qui cristallisent. Ça peut être des petits cristaux, par exemple d'olivine. Ça peut être quoi? Ça peut être des morceaux de roches arrachés à la cheminée magmatique. Tout ça refroidi au contact de l'air, comme ça, mais reste quand même assez chaud pour générer cette convection qui fait des jolies volutes ici, qui s'en vont toujours, qui s'en vont toujours vers l'est. Il faut que je remonte. Ici. Et sur plusieurs centaines, voire milliers de kilomètres. C'est-à-dire que, évidemment, on les retrouve souvent en Calabre ici, mais Pasquale, que vous connaissez peut-être, non, plus. Pasquale, qui s'intéresse à ce panache ici, pose des récepteurs dans le Péloponnèse. On en retrouve en Libye, on en retrouve un peu partout. C'est assez violent. Mais en Calabre, c'est non seulement on peut le capter par satellite, par lidar, etc., mais il peut y avoir des pluies de cendres ici suite à un peu d'activité sur l'Etna. On est en Méditerranée, on est dans l'hémisphère nord, donc les vents sont presque tout le temps ouest-est, et il n'y a jamais de dépôt ici. Et toujours là, en gros. Il y a quelque chose qui nous permet de faire le lien avec l'histoire du risque, c'est de considérer que ces nuages de matériel volcanique, ils sont poussés vraiment par la température. Hein. Ce n'est pas balistique. Balistique, c'est les bombes. Ploc, ploc, ploc. Les bombes, elles sont lancées par le volcan, effectivement, et elles retombent pas très loin. Ça, ce n'est pas des bombes, c'est ce qu'on appelle des téphras. Et les téphras, eux, ils sont maintenus en altitude par la convection thermique de leur propre chaleur. Convection thermique qui peut atteindre des altitudes considérables, à plusieurs kilomètres, voire plus de 10 km, on en parlera un peu plus tard. Mais évidemment, une fois que ça refroidit, ça n'a plus tendance à se maintenir en altitude,
Et donc, une fois de plus, on rencontre un collapse, un effondrement du truc, et c'est ce qu'on appelle une nuée ardente. Enfin, c'est un des modes de nuée ardente. Je ne vais pas rentrer dans les modes de nuée ardente, puisque l'Etna, on ne fait pas des masses, mais parfois, hop, ce nuage, l'activité cesse, ce nuage s'effondre et se met à déferler sur les pentes, plusieurs centaines de km/h, et à plusieurs centaines de degrés. Donc, ce qui pose évidemment des problèmes aux populations qui seraient présentes ici. Je ne détaille pas énormément ce risque parce que à l'Etna, ce n'est pas vraiment ce pourquoi il est connu. Les coulées pyroclastiques, comme on les appelle, sont assez rares dans l'histoire de l'Etna et donc ne sont finalement pas le risque majeur. On a vu que les coulées de lave n'étaient pas le risque majeur non plus. Donc en fait, l'Etna est un volcan relativement peu risqué. Historiquement, on connaît quelques dizaines de morts, dont 50 d'un coup il y a quelques décennies, sous l'effet de l'explosion d'une citerne d'eau, qui reste le principal risque. Des gens qui montent sur l'Etna pour voir l'éruption et qui oublient qu'à proximité, il y a des citernes d'eau de pluie pour récupérer tout ça. Et quand la lave rentre dans une citerne d'eau, elle la fait exploser. Et c'est des résidus de la citerne qui sont tombés sur les gens. Donc, c'est secondaire. C'est intéressant à considérer quand on évoque le risque volcanique, parce qu'il ne vient pas forcément toujours de là où on l'attend. Bon, là, on n'est pas à l'Etna, je pense qu'on est au Mont-Sainte-Hélène. Et là, pour le coup, c'était violent, mais il n'y avait pas beaucoup de gens pour le voir, tant mieux. Le Stromboli, on a fait une petite en juillet dernier, pour le coup, qui a été, en plus été filmée, donc c'est fantastique, parce qu'on connaît sa hauteur. Donc on peut savoir à quelle vitesse elle descend, etc. Filmé par des mecs en bateau qui ont dû avoir un peu peur quand même, parce qu'ils la voient qui descend comme ça et qui arrive sur la mer, et en chauffant la mer, etc., ça fait de la vapeur, on la voit qui remonte comme ça. C'est très beau, je vous invite à aller chercher ça sur YouTube. Tout ça pour dire que moi, je vais vous parler d'un gros risque sur l'Etna, maintenant. Enfin, du risque, d'un problème, en tout cas, d'un gros problème, qui est la retombée des téphras. Des aérosols, même, parce que je vais parler un petit peu de tous les types d'aérosols. Alors, parce que pour rappel, ici, on a un gros truc qui convecte avec plein de matière dedans, des blocs qui peuvent faire plusieurs dizaines de centimètres, enfin 2 à 3 dizaines de centimètres, et donc ils vont avoir tendance à retomber, et c'est ce qu'on voit ici. On a l'impression que c'est un rideau de pluie, en fait c'est un rideau de cailloux. C'est ce qu'on appelle les retombées de téphras. Alors les téphras, c'est ce qu'on appelle des aérosols primaires, c'est-à-dire un truc en suspension dans l'air qui a été fabriqué lui-même par le truc qu'il émet. Donc les aérosols primaires sont des particules grossières qui ont une assez faible durée de vie. Du coup, quand on considère l'éruption du Pinatubo, par exemple, qui, j'oublie toujours les dates, c'est, je crois, chez 80, qui a fait cette éruption immense, qui a refroidi d'1 degré le climat de la Terre, et ce, avec des effets pendant 5 ans, on a toujours l'impression de se dire, ben voilà, c'est cet énorme nuage de cendres qui a fait 2 jours de nuit aux Philippines, et qui a déposé jusqu'à 50 cm de cendres par terre, qui a refroidi, par effet parasol, qui a refroidi le climat. Mais en fait, pas du tout. Les cendres, c'est très sporadique. C'est là quelques jours et ça disparaît. Donc je vous expliquerai un peu plus tard ce que c'est. Mais voilà, l'effet principal de ces cendres n'est vraiment pas sur le climat, mais c'est des effets locaux. Le Pinatubo, il est assez impressionnant, tellement fort qu'il perce la tropopause, qui est la limite entre la troposphère et la stratosphère. Très difficile à percer, puisque la stratosphère, comme son nom l'indique, est stratifiée. Mais l'Etna n'est pas en reste, et est lui-même capable de faire des éruptions dites stratosphériques. Alors, je vous rappelle, il y a 3 km ici. Faire des éruptions stratosphériques, percer
la tropopause, et là, émettre ces cendres un peu au-dessus. Là, c'est un peu plus durable, parce que dans la stratosphère que j'ai représentée ici, il n'y a pas vraiment de phénomène de rinçage, puisque la stratosphère est sèche. Elle est très froide, donc très sèche. Donc il n'y a pas de phénomène de rinçage qui sont la pluie. Du coup, ça va y rester quand même un peu plus longtemps, et ça peut les envoyer bien plus loin. Mais bon, ça ne reste pas encore notre problème. Alors, anecdote, tout à l'heure, je parlais des paléo-éruptions volcaniques qu'on détermine en fonction de l'amplitude de la zone touchée. Et on parlait de Vulcania, qui est sur les flancs du puits Chopin, en chaîne des puits. Le puits Chopin qui a fait son éruption il y a 7900 ans, éruption de trachyte, voire rhyolite, donc assez violente avec gros panache comme ça. On retrouve, Kraft et Larousière, ont retrouvé ces cendres au fond des lacs, de certains lacs des Alpes. Je ne sais plus si c'est le lac d'Annecy ou des lacs comme ça. Donc voilà, quand il arrive à être stratosphérique, ça peut être très violent et aller loin. Mais en restant sur les flancs, il y a certains types passionnés qui peuvent passer des jours à faire des trous dedans et aller regarder, aller essayer de remonter l'ordre de ces différentes éruptions. C'est ce que j'ai fait donc pendant un mois en L3. Et c'est assez rigolo. Donc comme je vous disais, on va toujours chercher ces aérosols à l'est, une autre vue depuis la jetée de Catane, puisque ça part ici. Et évidemment, les avions qui ont besoin de venir depuis l'Italie continentale ou la France, etc., ont pris l'habitude de contourner ce panache, voire carrément, ils ferment l'aéroport, qui est donc par rapport à cette vue ici, en cas d'éruption majeure, puisque évidemment descendre dans l'atmosphère, hein, vous vous souvenez de l'Eyjafjallajökull il y a quelques années, ça érode les turbines, ça obscurcit les écrans, ça fausse les tubes de pitot, enfin c'est un peu la folie. Donc vous avez fait de la mécaflux récemment, c'est ça? Excusez-moi. Donc, voilà, gros problème pour l'aviation. Et donc, ça, c'était pour vous rappeler que les dépôts se font toujours au même endroit parce que vent dominant. Et bien sûr, leur épaisseur et la taille des téphras diminuent en s'éloignant du volcan. Ici, on a des trucs qui font plus de 10 cm et 50 cm d'épaisseur. Et plus on s'en va, plus c'est des particules fines. Donc, quelques petites photos là, à la volée pour vous montrer à quoi ressemblent les routes après les éruptions, les panneaux solaires, les voitures. Ça fait partie des plus grosses ramassées. Il y a eu, le jour de cette éruption, des randonneurs qui ont eu un peu peur quand même. Là, on est à Rifugio Citelli, qui est sur le flanc est, et voilà ce qui est tombé à proximité du refuge, comme le montre le gérant, qui fait la meilleure saucisse de l'Etna. Et en termes de risque et de lien avec la société, c'est assez intéressant de voir à quel point ils ne sont pas du tout organisés pour les ramasser avec des pauvres balais et tout, en essayant de se mettre des foulards sur le nez parce qu'il y a les voitures qui roulent, qui repulvérisent tout ça dans l'air, sachant que bon, c'est plein de silice, donc dans les poumons ça peut favoriser la silicose. C'est aussi plein de métaux lourds, donc non seulement ça vous pollue, on en retrouve dans le sang des habitants très rapidement, mais on en retrouve aussi dans les nappes phréatiques, bien sûr. Bon, ben ça on peut plus difficilement l'éviter. Mais comme je vous disais, les voitures le repulvérisent, mais non, ils ont mieux. Pour repulvériser, il y a extrêmement efficace, c'est le camion de balayage. Alors là derrière, c'est assez catastrophique. Ou simplement le souffler pour que ça aille un peu plus loin. Bref, et une fois ça,
Donc un risque quand même, hein, soyons sérieux, un risque important c'est quand ça s'accumule sur les toits parce que le toit peut finir par collapser et donc on peut tuer des gens comme ça sous l'effet du poids de cet effrat. C'est pour ça qu'il est quand même important de les enlever et de les enlever pour les stocker dans des sacs plastiques qui restent après sur le bord des maisons pendant des mois. Voilà. Alors je vais en revenir à ma typologie des volcans puisque j'ai commencé quand même à vous teaser là-dessus, des aérosols. Il existe aussi des aérosols secondaires. Donc si ce n'est pas produit directement par le volcan, qu'est-ce que ça peut être? Vous avez un cours d'aérosol maintenant ou... Oui, c'est un chimie atmosphérique. Très bien, donc vous savez ce que c'est? Pas tous les aérosols. Oui, tout le monde ne peut pas déjà. Oui, enfin de toute façon, bref. Un aérosol secondaire, c'est un truc qui est émis par le volcan, enfin le truc qui est émis par le volcan, on appelle ça un précurseur, qui va devenir un jour un aérosol. La plupart des précurseurs qui vont nous intéresser, ce sont les précurseurs soufrés. Donc ça, c'est une photo prise en 2016, à l'époque où, ici, vous avez la Boca Nova qui s'était remplie en 2015 et qui commence à subsider. Donc on ne la voit déjà plus, elle doit être à 20 mètres de profondeur là-dessous, pour situer. On regarde donc vers le nord-est. Et ici, vous avez un gros dépôt de soufre. Ça sent. Alors, non, quand c'est le soufre, ça va. Quand c'est l'acide sulfurique, voire quand c'est l'acide fluorhydrique, là c'est dur. Là c'est vraiment hard, voire déconseillé, parce que l'acide fluorhydrique, c'est ce qu'on utilise pour dissoudre les roches au labo. Et donc, dans les poumons, je ne sais pas trop ce que ça fait, mais si vous avez de l'amiante dans les poumons, peut-être que ça la dissout, mais à part ça, je ne vois pas d'effet secondaire positif de respirer de l'acide fluorhydrique. Si vous avez des masques, c'est le moment de les amener. Masque à gaz efficace, je ne sais pas pourquoi vous auriez ça, mais... Alors, donc, gaz soufré, SO2, H2S par exemple. Alors, précurseur qui se transforme, SO2, en aérosol secondaire. J'avais même aérosols secondaires qui, s'ils sont émis dans la troposphère, ont le bon goût de précipiter avec la pluie. Fabriquer des pluies acides. Donc je ne sais pas si c'est vraiment du bon goût. Mais, parce que ça reste un important risque. Vous allez à La Réunion, vous regardez les forêts autour du volcan. Quand il y a une grosse coulée de lave qui passe comme ça, en plus elle fait évaporer l'eau de mer qui reprécipite. Donc dans l'eau de mer, il y a plein d'ions, etc. Tout ça, ça crame les forêts. Ça les détruit vraiment. Et bien sûr, si vous avez une cathédrale qui est fabriquée en calcaire, ça craint aussi un peu puisque ça le dissout. Bon, si c'est injecté dans la stratosphère, par contre, de même, ça fait... vous avez vu De même, ça fait des aérosols secondaires type acide sulfurique, mais en plus, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est stratifié, donc ça ne va pas tomber, c'est sec, donc ça ne va pas être dissous dans l'eau de pluie, et donc ça va pouvoir y rester longtemps. Et donc je crois qu'en plus, j'ai une explication de comment ça marche. Si on a une éruption stratosphérique qui donne du SO2 dans l'atmosphère, ce SO2 va se disperser, comme je l'ai écrit, et se combiner à la vapeur d'eau présente dans l'air, des radicaux OH provenant de la stratosphère, pour donner, c'est le moment animation, du H2SO4 qui n'est autre que de l'acide sulfurique. Pour l'instant gazeux, mais qui peut lui-même se combiner à des petites molécules d'eau pour donner de l'acide sulfurique liquide. Et là, on va pouvoir parler d'aérosol secondaire, puisque c'est une gouttelette, donc c'est bien un truc en suspension dans l'air, et secondaire parce qu'il vient d'être formé. Cet aérosol secondaire grossit, et va être pris en charge par la circulation stratosphérique de Brouwer-Dawson, qui est un truc qui tourne autour du globe, tout en montant. Imaginez que je suis un hémisphère, ça tourne autour de l'hémisphère, tout en montant vers les pôles. Au pôle, ça sédimente et ça précipite là. Je me pose souvent la question de qu'est-ce qu'ils adviennent. Il doit y avoir une grosse pollution aérosol
qui tombe sur les pôles et qui fait une certaine pollution, puisque c'est là que ça s'évacue. Mais tant que c'est dans la stratosphère, ça renvoie le rayonnement UV, et même le rayonnement visible émis par le Soleil, d'où un effet qu'on appelle effet parasol, et qui est le vrai effet de refroidissement lié au volcan. D'où l'importance énorme du Pinatubo, parce que de 1, il a fait une éruption stratosphérique, mais de 2, il est situé à l'équateur. Donc plus vous êtes loin du pôle, plus il va falloir circuler longtemps dans Brouwer-Dawson avant d'être évacué au pôle. Donc, d'où l'importance de tous ces volcans qui sont situés à l'équateur. Et je vous rappelle que les éruptions volcaniques sont la principale inconnue dans les équations du GIEC. C'est-à-dire que à peu près tous les curseurs sont dans l'augmentation du réchauffement climatique, sauf les volcans, dont on ne sait pas. Mais il y a une partie du volcan qui mord dans tendance au refroidissement du climat. Sachant que les volcans, ils émettent beaucoup de CO2 aussi. Du coup, à court terme et localement, oui, ça réchauffe le climat. Mais s'ils arrivent à produire assez d'aérosols, alors ça refroidit un peu le climat. Et comme le climat, c'est toujours des phénomènes qui s'auto-entretiennent, ben, ne serait-ce que de refroidir d'1 degré, ça favorise la glace au pôle, par exemple. La glace au pôle croît, elle renvoie plus de lumière, etc. Vous avez plein d'auto-emballements. Donc dès que vous emballez un petit peu dans un sens, soit c'est bien, soit c'est mal. En gros, vous avez compris. Mais les volcans, on ne sait vraiment pas dans quel sens ça marche, quoi. Il y a tous ces phénomènes qui se contrebalancent. En plus, si vous pensez à long terme, un volcan, ça produit des basaltes. Un basalte, quand ça s'érode, ça a besoin de capter du CO2 dans l'atmosphère pour l'acidifier et participer à son érosion. CO2 qui va finalement aller se déposer sous la forme de carbonate dans l'océan. Ça libère du CO2, mais moins que ça en a capté, 2 fois moins que ça en a capté. Et donc finalement, à long terme, notre volcan, il va être une pompe à CO2. C'est comme ça, c'est peut-être comme ça que les trappes réussissent à refroidir aussi bien le climat de manière long terme. Et aussi de faire des grandes extinctions, mais ça c'est plutôt probablement lié aux aérosols secondaires. Vous savez qu'à chaque grande extinction, on associe à peu près un trappe, donc c'est-à-dire une énorme éruption volcanique c'est-à-dire celle de les trappes du Décan en Inde il y a 65 millions d'années, c'est 2 fois la superficie de la France pour 2 à 3 km d'épaisseur de lave, et ce n'est pas les plus violents. Bon, là, je vous avais fait un peu la vie et mort de l'aérosol stratosphérique, mais ne nous éternisons pas là-dessus. Résumé, pour ceux qui aiment les résumés sur les aérosols, parce que je savais que j'allais complètement partir dans tous les sens. Quand je dis problème d'albédo, c'est l'effet parasol, c'est le fait que ça renvoie la lumière. Distribution et propriété des nuages, c'est que quand vous faites des aérosols dans l'atmosphère, eh ben, ça va faire des petites particules de nucléation partout qui ont envie de capter l'eau de l'atmosphère et fabriquer des nuages. Et donc pareil, ça au GIEC, on a du mal à modéliser comment en rajoutant des aérosols, on fait plus de nuages, et du coup, selon s'ils sont hauts ou bas, ils ont un effet positif ou négatif sur le réchauffement climatique. Les risques sanitaires, on en a bien parlé, etc. Et donc, véritable conclusion de cette partie, vie et mort d'un aérosol stratosphérique. D'accord. Les retombées de téphra, on va dire que c'est normal, alors que la nuée ardente, c'est catastrophique. C'est-à-dire que dans le volcan, dans le nuage qui donne lieu au téphra, le nuage, il est porté tranquillement par le vent, et alors qu'il continue de convecter, il s'affaiblit, et des téphras de plus en plus petits tombent tranquillement sur les flancs. Dans la nuée ardente, c'est vraiment le nuage qui est monté trop haut
et qui tout d'un coup se rend compte qu'il est bourré de roches, donc il est ultra dense, et qu'il n'a rien à faire là, donc il s'effondre sur le flanc. Ça, c'est un des moyens de former des nuées ardentes. Comme je disais, si vous avez des laves plus visqueuses qui bloquent le conduit, vous avez les gaz qui vont s'accumuler dessous, et si tout d'un coup ils trouvent un moyen de sortie, ça va faire des nuées ardentes directes sur les flancs. Encore plus catastrophique dans un sens, parce qu'on ne les voit pas trop venir, à part par les tremblements de terre. Et il y a un troisième type aussi, c'est quand vous faites, par exemple à la montagne Pelée, la montagne Pelée avait fabriqué une aiguille de lave comme ça, ce qu'on appelle une éruption extrusive, parce que la lave est tellement visqueuse qu'elle ne bouge plus, qu'elle sort du conduit en gardant la forme du conduit. Tout d'un coup, elle s'effondre, et en s'effondrant, elle libère tous les gaz qu'elle contient, avec les conséquences qu'on sait sur la ville de Saint-Pierre, par exemple. Ici, c'est une vue de l'Etna, je pense, assez intéressante finalement, parce qu'on va à peu près voir tout ce qu'on a besoin de voir. Alors je rappelle, ici vous avez l'arc des îles éoliennes liées à la subduction de notre Calabre. Donc là, vous reconnaissez le Stromboli. Ici, c'est Milazzo, une petite péninsule sympathique d'où on prend le bateau pour aller dans ces endroits. Tout ça, c'est les monts du Péloritain. Et là, le complexe magmatique de l'Etna, avec son fameux flanc sud, etc., etc. Alors, si vous avez fait un peu de météo, vous avez l'habitude... Non, mais, de toute façon, il ne faut pas avoir fait de météo parce que ça donne des fausses idées. Si vous avez fait un peu de météo, vous avez l'habitude qu'il y ait un flanc au vent et un flanc sous le vent. Ou si vous avez fait de la voile d'ailleurs, tout simplement. Et le fait est que le flanc au vent est toujours le flanc le plus arrosé. Pour des raisons qui sont assez simples, et comme moi je ne suis pas du tout météorologue, je vais pouvoir vous les expliquer simplement sans avoir l'impression de faire des gros raccourcis. C'est que vous avez une montagne comme ça, des masses d'air qui arrivent, qui rencontrent un relief, donc qui s'élèvent. En s'élevant, elles se refroidissent, donc elles condensent, donc elles pleuvent. Et en gros, vous arrosez votre flanc qui est au vent. Puis, au flanc sous le vent, vous avez tout cet air sec qui retombe. En redescendant, il se réchauffe en plus, donc il devient chaud et sec. Et bon, c'est un peu le principe des airs tropicaux. Mais, alors l'effet de fun, je vais y venir. Alors je peux vous faire l'effet de fun pour les nuls, puisque moi-même je suis nul, donc ça va être à peu près ça. Mais en redescendant ici, donc ça fait en gros un micro désert tropical, et donc c'est plutôt très sec. Voilà, ce schéma est très bon pour expliquer l'effet de fun, parce que vous avez en gros de l'air qui a l'air sec parce qu'il est transparent, qui condense en de multiples petites gouttelettes ici, et qui fabrique un gros nuage là qui a une forme de chapeau, voire plusieurs. Ça c'est vraiment très rare et très spectaculaire et anecdotique, mais c'est l'image typique de l'effet de fun. Et de l'autre côté, l'air en redescendant, ça sèche. Et donc même s'il ne pleut pas, on a ce petit nuage au sommet qui est presque tout le temps là en fait. D'autant plus à l'Etna, il est presque tout le temps là, que si ça manquait un peu d'eau dans l'air, qui est à quelques pourcents d'eau l'air, les gaz de l'Etna sont à 78% d'eau. Donc voilà, ça a tendance à en mettre un peu. Et l'Etna a toujours son petit nuage au sommet. Bon, en vrai, on est à 3300 mètres et on est dans le seul obstacle au milieu de la Méditerranée. Vous vous rappelez tout à l'heure, ici on partait vers l'Afrique, c'était tout plat, il n'y avait rien. Ici on partait vers l'Italie, mais on se tourne vers le continent. D'un point de vue océanique, il y a deux passes. Il y a Caraïbes des Scylla qui sont juste ici, et qui elles sont profondes et avec un fort courant. Et ici, vous avez un pas qui est très peu profond et qui fait pas trop d'échanges que ça. D'un point de vue des vents, c'est à peu près pareil. Donc l'Etna, il est comme ça, tout seul, en plein milieu. Et donc je peux vous dire que ça vente. D'où le matériel de montagne conseillé pour le stage si on arrive à monter au sommet.
D'autant plus qu'avec la décroissance thermique, on perd 7 degrés par kilomètre. Donc en gros, 3 x 7, 21. Donc même s'il fait 30 en bas, il fait maximum 10 en haut, moins le vent. Effet ressenti. Donc vous avez ce joli nuage qui a l'air stationnaire en haut de votre volcan. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que c'est une masse d'air qui se déplace. Donc en permanence, ce nuage, il avance. Mais en avançant, il se fait bouffer par l'air qui sèche, donc il disparaît. Et en permanence, il se construit derrière, mais il est poussé. Donc on a un truc qui est en permanence renouvellement et qui, vu de loin, est statique. Et ensuite, il y a un truc qu'aiment beaucoup les météorologues, c'est comme un effet d'entraînement, c'est ce nuage qui descend sur les pentes et qui va vouloir remonter, redescendre comme ça, et faire des alternances comme ça, qu'on appelle des ondes orographiques, et qui peut faire des jolis petits nuages ici, qui, vus en 3D, vont avoir des formes, je ne sais pas moi, de cylindres. Voilà, donc ça c'est l'effet supplémentaire de notre effet de fun, qui est l'onde orographique derrière. À l'Etna, alors certes on voit souvent de l'effet de fun, mais de 1, l'air qui arrive ici, il vient de passer sur la Sicile, donc il est complètement sec. Donc ici il ne pleut pas des masses en fait. Donc pour info, c'est là qu'on fait pousser les pistaches, la fameuse pistache de Brontë, dont ils font de la liqueur, donc il est très important de ramener. Mais, attention, on rentre dans les particularités. À l'Etna, l'air, quand il descend la pente, il tombe immédiatement sur la mer ionienne. Et là, il va y avoir un truc que les météorologues appellent une recirculation, qui est que notre air là, qui s'est un peu réchauffé en descendant, va venir se balader contre la mer et dans une espèce de tourbillon derrière le volcan, va être remis en recirculation et va avoir tendance à monter comme ça. Et d'autant plus il va avoir tendance à monter qu'il y a une cheminée ici. Il y a la vallée d'Elbov qui le canalise. Et donc vous avez cet air qui passe au-dessus de l'Etna, qui vient se charger en eau sur l'Ionienne et qui remonte ici. Et là, vous avez en permanence, tous les jours vers 14 h, un volcan, un nuage classique, toujours le même, toujours très semblable, qui se met à convecter ici et qui fait une grosse mâche nuageuse ici, qui non seulement est ici, mais se fait en permanence décapiter par le vent au sommet qui passe et qui l'érode. Donc ça c'est très important à savoir pour plusieurs raisons. Déjà parce que quand on va randonner sur ce flanc ici, typiquement à 15 h on se prendre dans le brouillard et il faut savoir redescendre. Mais aussi quand on fait de l'interférogramme INSAR ou etc., tous les après-midi on a un énorme biais troposphérique local et si on n'est jamais allé sur le terrain on ne le sait pas. Et donc on peut faire raconter n'importe quoi aux interférogrammes, alors que en fait c'est lié à un biais. Pour le GPS c'est pareil. La correction troposphérique, qui est la correction du temps que va mettre notre signal GPS à arriver jusqu'à notre GPS, temps duquel on déduit la position de notre récepteur, si on ne prévoit pas qu'il traverse un nuage, on prévoit une position qui est mauvaise. Et d'où toute la complexité de dire est-ce que ce nuage est systématique ou est-ce qu'il y a des jours où il n'est pas là et dans ce cas-là, comment je le sais? Il faut aller voir les bulletins météo. Bref, ça pose un tas de petits problèmes. Mais non seulement ça, mais ce nuage lui-même monte une pente, donc se refroidit, donc condense, donc précipite. Et ici, on a une côte arrosée qui est sous le vent. Et ce qui est particulièrement peu commun et permet une agriculture locale très riche
notamment les citronniers, donc d'où le limoncello de Zafferana ici, qu'il faut absolument ramener, mais également les forêts de châtaigniers, donc c'est aussi fameux pour son miel de châtaigne. Moi, de mon point de vue complètement ignare, je vois ça comme un effet d'aérodynamisme. Un effet comme l'eau recircule derrière les piles de pont. Tu as déjà vu les piles de pont, l'eau qui contourne comme ça, et derrière, eh ben, il y a un vide qui se crée, et donc ça vient, ça fait un tourbillon, ça vient s'engouffrer dedans. Non seulement ça, mais il y a un autre truc qui est rigolo, c'est que des fois, c'est un peu stratifié, c'est un peu froid au sommet, et l'air, plutôt que de passer au-dessus, comme j'ai dessiné là, passe sur les côtés et fait un nuage toroïdal. Ça, je l'ai déjà vu, c'est assez impressionnant. Tu es au-dessus du nuage et le nuage est partout autour de toi. Et on a vraiment cette histoire de vent qui fait le tour de l'Etna, comme ça, qui le contourne. Et pareil, ça crée un vide potentiel ici. Je vous remercie.